Bonsoir chers auditeurs, nous avons le plaisir ce soir de recevoir Dominique Bellepomme. Dominique Bellepomme est un médecin, professeur de cancérologie, membre d'un nombre considérable de sociétés savantes et président de l'ARTAC, qui est l'Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse, et également vous êtes président de l'European Cancer and Environment Research Institute, l'ECRI à Bruxelles. Vous avez été chef de clinique à l'Institut Gustave Roussy à l'hôpital Saint-Louis. Ensuite, vous avez exercé aux hôpitaux de Paris et à l'hôpital Boucicaut. Vous avez été conseiller scientifique auprès de la Commission européenne et conseiller scientifique envers des différents organismes. Alors, vous avez, Dominique Bellepomme, été, eu l'honneur des médias lorsque vous avez dénoncé l'utilisation de la chlordécone aux Antilles. Et chacun sait que c'est un produit qui reste dans l'environnement et qui a provoqué des dégâts considérables, mais ce n'est pas de cela que nous allons parler ce soir. J'insiste d'abord sur le fait que vous êtes un spécialiste du cancer, mais surtout, nous allons parler ce soir de ce qui s'appelle la pollution électromagnétique, et les ondes électromagnétiques qui envahissent tout. Alors, bien sûr, ces ondes, quelles sont leurs sources? Bien, vous avez bien sûr la téléphonie mobile, vous avez les téléphones mobiles, les antennes relais, les téléphones domestiques également, mais vous avez aussi les lignes à haute et à basse tension. Vous avez aussi les examens médicaux comme l'IRM, vous avez le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est bien entendu ce dont se sert pour brancher sur Internet et maintenant la télévision. Vous avez les micro-ondes, vous avez les plaques d'induction, vous avez ce qui s'appelle le Bluetooth, c'est-à-dire c'est dans toutes les voitures maintenant on a des connexions Bluetooth, ce sont des connexions électroniques qui permettent de brancher des appareils entre eux. Vous avez les connexions 3G, 4G, le GSM, les babyphones et ainsi de suite. Alors toutes ces ondes, eh bien il se trouve qu'elles s'accumulent. Et le problème, c'est qu'elles ont des effets sur l'organisme, ce qui est assez intéressant. Alors, bien sûr, il y a toutes sortes d'effets, nous allons en parler, mais vous avez été, Dominique Bellepomme, également l'auteur, je pense, de la description. Vous pourrez nous en parler pour dire si vous êtes, disons, l'auteur principal ou si c'est quelque chose qui était déjà dans l'air, de la découverte du syndrome d'intolérance au champ électromagnétique. Ça s'appelle le SISM. Et ce syndrome d'intolérance au champ électromagnétique, avant que nous partions dans la description à la fois des ondes, de leurs effets, de tout. Nous allons parler de tout, bien entendu, des champs électriques, nous allons parler de l'énergie transmise, mais je voudrais quand même parler d'un article qui est disponible sur Internet, qui date de 2010, où vous parlez de ce syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques. Et vous dites, le système évolue en 3 phases successives. Bien sûr, ce syndrome, c'est causé par les champs électromagnétiques. Alors au début, je résume, de façon inaugurale, des maux de tête, des acouphènes, c'est-à-dire qu'on entend du bruit dans les oreilles, qui sont d'abord transitoires et qui ensuite deviennent permanent, des anomalies de la sensibilité, des sensations de douleur cutanée, musculaire. Et bien entendu, vous avez des vertiges, vous avez des troubles de l'attention, de la concentration, la perte de la mémoire immédiate. Et vous avez donc toute une symptomatie essentiellement neurologique. Vous avez également des syndromes d'oppression thoracique, des épisodes de tachycardie qui sont causés toujours par l'exposition aux ondes électromagnétiques, des troubles digestifs, des douleurs abdominales, et l'ensemble aboutissant à des malaises. Ensuite, il y a une deuxième phase, caractérisée par une triade faite d'insomnie, de fatigue chronique et éventuellement de dépression. Cette deuxième étape est curieusement émaillée d'irritabilité, de violence verbale et parfois même de syndrome suicidaire.
Et ces symptômes peuvent apparaître parfois de façon aiguë. Lorsque le malade est réexposé à des champs électromagnétiques, y compris à très faible intensité. Et vous allez nous parler de ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il faut des champs électromagnétiques relativement forts, et ensuite, c'est simplement la réexposition à des champs magnétiques faibles. Et ensuite, l'évolution vers la troisième phase devient véritablement pathologique au point le plus extrême. Alors, je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces symptômes sans réellement identifier la cause, et vous, professeur Bellepomme, vous nous avez véritablement découvert cette chose-là. Alors, il faudrait que vous nous en parliez, et nous allons donc aborder toutes ces questions. Je vous laisse la parole. Bien, écoutez, d'abord, merci cher Monsieur Devel, de m'avoir invité à votre émission. Il est clair que le problème des effets sanitaires des champs électromagnétiques pose des problèmes de santé publique. Il est clair qu'il y a des controverses qui sont à deux niveaux. Il y a des controverses scientifiques qui est tout à fait normal, c'est-à-dire que la science progresse par des faits nouveaux et qui nécessitent pour être acceptés au niveau scientifique l'adhésion de l'ensemble de la communauté scientifique. Et donc il y a des controverses. En général, ces controverses restent contingentées, si je puis dire, dans les institutions académiques et par le biais des congrès, des conférences et des publications scientifiques. Et puis vous avez un deuxième type de controverse qui est sociétale. Là, si vous voulez, effectivement, lorsque on commence à s'occuper de malades atteints de ce que j'ai qualifié d'intolérance au champ électromagnétique, eh bien, on a une équation. D'un côté, il y a la facture sanitaire qui est là, et puis de l'autre côté, il y a des intérêts économiques et financiers avec des lobbies qui peuvent se manifester. Et donc là, cette controverse n'est plus du tout du domaine scientifique. Elle prend malheureusement assez souvent des aspects polémiques. Et donc, si vous voulez, je crois que ce soir, d'ailleurs, je rends hommage à Radio Courtoisie. Ce soir, si vous voulez, c'est un débat purement scientifique que nous devons avoir, laissant de côté les controverses qui dérapent au plan polémique, tout simplement parce que nous avons affaire à de véritables malades qui sont là, qui sont en souffrance, et que si vous voulez, ma fonction de cancérologue m'a posé un problème en me disant: est-ce que ces malades-là que je vois qui sont sur le quai de la gare, non reconnus encore par une grande partie du corps médical, est-ce que je vais pas tout de même faire en sorte qu'ils prennent le train des recherches scientifiques et que ils soient en fait, en réalité, pris en charge au plan clinique. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, de mes travaux de recherche sur le cancer, qui continuent bien sûr, je me suis porté vers des recherches concernant notamment l'intolérance au champ électromagnétique, et ceci d'autant plus clairement que l'OMS avait reconnu il y a quelque temps les effets sanitaires, notamment l'induction de leucémie aiguë chez des enfants exposés à des extrêmement basses ou basses fréquences. Donc là, si vous voulez, en classant les champs électromagnétiques de basse ou extrêmement basse fréquence dans le groupe 2B de l'OMS, ce qui signifie possiblement cancérigène. Et puis, tout récemment, grâce en particulier aux travaux que nous avons réalisés, et à ceux notamment de mon collègue Lennart Ardel en Suède, l'OMS vient de classer les radiofréquences et hyperfréquences, c'est-à-dire des fréquences avec des longueurs d'onde beaucoup plus courtes, également comme dans le groupe 2B, c'est-à-dire comme possiblement cancérigène. Donc vous voyez que d'une démarche de cancérologie purement et simplement vers une démarche de recherche sur les effets sanitaires des champs électromagnétiques, le pont était jeté, et c'est la raison pour laquelle vous m'avez probablement invité ce soir à cette émission, tout simplement parce qu'effectivement nous avons des nouveautés scientifiques, nous avons apporté des nouveautés scientifiques, et surtout nous prenons en charge ces malades. Alors, je vais un petit peu, pour nos auditeurs, faire une espèce de petite amorce de cours de physique, tout en restant très, très élémentaire, pour leur dire essentiellement de quoi nous allons parler. Alors, vous avez d'abord des courants
qui sont des courants électriques. Ces courants électriques sont pour la plupart des courants alternatifs et ils alternent avec une quantité d'oscillations par seconde. L'exemple, c'est le courant électrique qui oscille sur la base de 50 Hz, c'est-à-dire 50 oscillations par seconde. Et ces courants, naturellement, induisent, lorsqu'un courant électrique passe dans un fil, il provoque un champ électrique et un champ magnétique, et l'oscillation de ce courant induit, si vous voulez, toutes sortes d'effets. Par exemple, ça induit des courants électriques sur les récepteurs qui peuvent être simplement le corps humain, c'est-à-dire vous passez à côté d'un fil où passe un courant électrique, il y a effectivement un phénomène d'induction, il y a du courant électrique qui passe dans votre organisme. Et c'est le même phénomène qui fait que la radio fonctionne. La radio, ce sont des ondes électromagnétiques qui sont créées par des antennes où passent des courants électriques et en fait, ces antennes induisent un champ magnétique et un champ électrique qui va ensuite se transmettre par les ondes jusqu'à un récepteur. Alors, on classe les courants en fonction de leur fréquence. J'ai dit la fréquence, c'est les oscillations par seconde, ça se compte en Hertz. Et 50 Hertz pour le courant électrique, mais lorsque vous parlez d'ondes radio, vous avez des ondes radio qui se comptent en général en kilohertz. Par exemple, Radio Courtoisie, c'est 95,6 mégahertz. Naturellement, du moins dans la région parisienne, je ne connais pas par cœur les autres. Disons les autres longueurs d'onde, les autres fréquences qui sont et qui correspondent. Et alors, si vous allez beaucoup plus loin, vous avez la téléphonie mobile, c'est-à-dire qui sont à 2,45 GHz, c'est-à-dire 2450 MHz. Et entre les deux, vous avez par exemple toute une gamme d'émissions. La télévision, c'était à 450 MHz et à un moment donné, vous aviez des téléphones mobiles qui fonctionnaient. Les premiers téléphones mobiles fonctionnaient à 27 MHz, ensuite ils sont passés à 400, à 900, à 1200 et ainsi de suite, et on augmente la fréquence pour augmenter le signal. Et actuellement, les téléphones mobiles fonctionnent avec 2,47 GHz et bientôt vous aurez ce qui s'appelle le WiMAX, dont nous allons parler plus tard, qui fonctionne à 3,40 GHz, c'est-à-dire 3400 MHz. Alors, il faut savoir que 2450 MHz, c'est-à-dire 1 MHz, c'est un million de Hertz, c'est 1 million d'oscillations par seconde, et gigahertz, c'est 1 milliard d'oscillations par seconde, ça correspond à une longueur d'onde de 12 cm. La longueur d'onde, c'est quel est le trajet d'une onde dans une seconde en fonction de ses oscillations. Bon, alors on va pas beaucoup parler de longueur d'onde, limitons-nous au Hertz, donc 50 Hertz pour le courant électrique et 2,45 gigahertz pour le Wi-Fi et pour les ondes des téléphones. Alors c'est la fréquence des micro-ondes. Lorsque vous avez un micro-ondes et vous faites cuire un aliment, eh bien le micro-ondes émet des ondes de 2,45 GHz qui sont concentrées bien entendu dans un four et normalement ça ne doit pas fuir à l'extérieur. Parfois ça arrive que ça fuit et il y a exactement un phénomène analogue pour les plaques d'induction, c'est-à-dire ce sont des ondes qui induisent des courants dans l'eau. Par exemple, lorsque vous mettez un plat au micro-ondes, le courant disons les ondes de 2,45 GHz vont faire chauffer l'aliment qui contient de l'eau. Il y a des courants électriques qui passent dans cet aliment. Alors c'est pour ça que certains plats, lorsqu'on les met au micro-ondes, ne chauffent pas, parce qu'il n'y a pas de courant qui passe, alors que d'autres plats, la porcelaine ne chauffe pas, alors que la faïence chauffe énormément. Tout dépend de la conductibilité de ces différentes opérations. Alors ça, ce sont les hertz. Et bien entendu, vous avez une deuxième chose, c'est le champ électrique. Ce champ électrique qui est mesuré en volts par mètre.
Et ces volts par mètre, nous allons en parler. Et vous avez également le champ magnétique créé qui se compte en Gauss ou en milligauss ou en Tesla. Alors il faut savoir que par exemple, 1 milligauss, ça correspond à 0,1 microtesla. Enfin, ce sont des unités physiques et il ne faut pas que nous rentrions trop dans le détail. Mais et bien entendu, il y a une troisième mesure qui est la quantité d'énergie transmise, qui se compte en général la puissance du rayonnement en watts par mètre carré ou parfois en milliwatts par centimètre carré. Ce sont des mesures physiques. Alors disons en gros, lorsque vous faites passer un courant dans un fil, ce courant va se traduire par un champ magnétique, un champ électrique, et il va induire un autre courant dans tout conducteur qui va être à sa portée. Alors, bien entendu, prenons l'exemple d'une ligne de très haute tension à 400 000 volts. Eh bien, lorsque vous êtes à proximité de cette ligne à haute tension, c'est-à-dire vous êtes à 10 ou 40 mètres, eh bien, le champ électrique causé va être de l'ordre de 1000 à 10 000 volts par mètre carré, et un champ magnétique va arriver parfois à 10 à 150 milligauss, par exemple. Une cafetière que vous faites fonctionner, si vous êtes à 30 cm de cette cafetière, eh bien, elle va induire un champ électrique de l'ordre de 1,5 volts par mètre, de 0,2 à 0,4 milligauss. Et lorsque vous êtes dans une maison, eh bien, les fils qui sont dans les murs, simplement de l'installation électrique, vont donner un champ électrique qui est de l'ordre de 10 à 200 volts par mètre, et de l'ordre de 0,5 à 20 milligauss. Alors c'est une idée, simplement, bon, je pense que la personne qui nous écoute, à moins d'être physicien, ne sait pas vraiment ce que ça représente, mais disons qu'on est déjà exposé à toutes ces inductions, tous ces champs électriques, tous ces champs magnétiques, simplement par une installation électrique. Alors le problème, c'est que, bien entendu, lorsqu'on installe par-dessus le marché une box, alors excusez-moi, mais c'est comme ça que ça s'appelle, monsieur Delesquin, vous me pardonnerez d'avoir utilisé un mot anglais, mais ce n'est pas moi qui l'utilise, disons un modem, ça encore je ne sais pas si c'est français, mais qui va transformer les ondes, disons les signaux d'internet qui viennent par téléphone en ondes Wi-Fi par exemple, eh bien vous allez naturellement augmenter considérablement l'exposition aux ondes électromagnétiques, et la même chose si vous avez une antenne de téléphonie mobile à côté de chez vous, ou encore si vous êtes dans un bel appartement du Champ de Mars avec la vue directe sur la Tour Eiffel, vous risquez de recevoir des ondes en quantité. Alors tout le problème vient de leur augmentation, et leur augmentation est massive. Alors voilà par exemple un graphe que j'ai pris sur Internet qui donne la valeur de l'augmentation moyenne constatée en milieu urbain de l'irradiation artificielle haute fréquence micro-ondes, en prenant toutes les fréquences cumulées de 900 MHz à 2,5 GHz. Rappelons que 2,5 GHz, c'est la fréquence des micro-ondes, des fours à micro-ondes. Eh bien, c'est passé en 2000 de l'ordre de 0,01 volts par mètre et de l'ordre de l'ordre de 3 microwatts par mètre carré. La recommandation limite de l'Organisme mondial de la santé, c'est 0,6 volts par mètre. Et nous arrivons en 2009 à un dépassement de 1,5 volts par mètre. C'est-à-dire qu'on a déjà dépassé par pratiquement 3 la valeur limite recommandée à cause de l'accumulation de ces micro-ondes. Alors c'est évident que normalement, si vous avez un peu d'autres fréquences qui vous arrivent sur vous, vous recevez la radio, vous avez les ondes radio qui permettent d'écouter la radio, mais ce n'est pas à ce niveau-là, c'est à un niveau absolument extraordinaire. Et on se rend compte que d'un seul coup, toutes les stations d'émission se cumulent et on arrive à exposer les gens, le grand public, sans qu'ils le sachent, de manière parfaitement invisible, à une accumulation phénoménale d'ondes. Et bien entendu, le problème, c'est que ça a des effets. Alors, vous parliez, professeur Bellepomme, de ce syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques, mais il y a aussi le problème du cancer. C'est votre spécialité. Quels sont les cancers qui sont provoqués par les ondes ?
Oui, alors, c'est une très bonne question, bien sûr. Donc, vous avez d'abord les leucémies aiguës de l'enfant, et ceci a été bien montré lorsque ces enfants habitent à moins de 200 mètres d'une ligne à haute tension ou très haute tension, le risque de leucémie aiguë chez l'enfant est multiplié par 2 par rapport à la population normale. Donc ça, c'est absolument bien démontré. Ce qui a été démontré dans ces études, c'est que il y a un effet dose. Autrement dit, plus vous vous rapprochez de la ligne à haute tension, ou inversement, plus vous en éloignez, la probabilité augmente ou diminue. Et en particulier, si vous voulez, lorsque vous êtes au-delà de 600 mètres d'une ligne à haute tension ou très haute tension, le risque de leucémie aiguë revient à celui de la population normale. Il est égal à 1. Donc, voilà, ceci est clairement démontré. Il y a un deuxième type de cancer qui sont les tumeurs cérébrales. Et ça, c'est très très important à considérer. Alors, ces tumeurs cérébrales, c'est en général des glioblastomes. C'est des tumeurs très très méchantes en termes de pronostic. Mais ça peut être aussi des neurinomes de l'acoustique, c'est-à-dire des tumeurs là qui sont opérables en général et donc d'évolution beaucoup plus de meilleur pronostic. Et là, on sait pertinemment, grâce à plusieurs études épidémiologiques, qu'il y a un lien au minimum associatif et causal, je vais y revenir, entre l'utilisation abusive des portables, du portable ou des DECT, c'est-à-dire des téléphones sur socle, des téléphones mobiles sur socle qu'on peut avoir à domicile. Donc il y a un risque qui est nettement augmenté. Alors, il y a une fameuse étude qui a été faite, une étude européenne multi-État prospective, qui s'appelle l'étude multiforme, mais le nom m'échappe là, qui s'appelle l'étude européenne qui, en définitive, a montré que si vous avez moins de 20 ans, le risque de glioblastome c'est l'étude interphone, voilà, le terme exact me revient. Si vous avez moins de 20 ans et si vous utilisez un portable plus d'1 heure par jour pendant 5 à 10 ans, donc pendant au moins 5 ans, vous avez un risque de cancer homolatéral au portable, c'est-à-dire du même côté à celui que vous utilisez pour le portable, qui est multiplié par 5. Donc c'est pour vous dire que il y a un risque, si vous voulez, de manifestement de cancer du cerveau, de tumeur du cerveau, si vous abusez du portable ou de la téléphonie mobile sur socle, et d'autant plus si vous êtes un sujet jeune, c'est-à-dire ayant moins de 20 ans. Donc ça, c'est les tumeurs cérébrales. Alors maintenant, il y a des... Alors, je vous arrête. Oui. Si les gens vont vous dire que ça touche très peu de personnes, quel est le taux de prévalence? Alors, la prévalence, si vous voulez, elle n'est, disons les choses simplement, elle n'est qu'hypothétique actuellement au niveau de l'Europe. En France, elle n'est pas connue. Disons qu'au niveau de l'Europe, il y a un certain nombre de résultats qui ont été obtenus dans différents pays d'Europe, en Belgique notamment, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Allemagne, et là, les chiffres sont effarants. Puisque, en ce qui concerne l'électro-hypersensibilité, je vais revenir sur cette définition dans un instant, si vous me permettez, c'est de 1% à 10%, avec de la population globale. C'est énorme. Avec, si vous voulez, des prévisions qui sont de l'ordre de 25 à 50% de la population à la fin du siècle. Donc c'est des chiffres. Ce sont les gens qui sont hypersensibles, qui développent des troubles reconnaissables lorsqu'on les expose à des fréquences. Mais je parlais des problèmes de cancer, parce que vous avez parlé de 2 cancers. Essentiellement, le premier, c'est le glioblastome, qui est un cancer du cerveau. Je vais utiliser des mots très grossiers. Tout à fait. C'est pas très technique. Et l'autre cancer, qui est un cancer du nerf auditif. Qui est un cancer du nerf auditif. Et c'est justement on commence à
voir les prémices de ce cancer lorsqu'on commence à avoir des acouphènes, par exemple. Acouphènes et surtout des vrais vertiges. Je l'appelle les vrais vertiges, c'est-à-dire que les objets tournent. Oui. Si les objets extérieurs tournent. Donc, si vous voulez, oui, il est très très important, vous avez raison de poser cette question, de distinguer intolérance, de susceptibilité et d'électro-hypersensibilité. C'est trois notions biologiques tout à fait différentes et qui sont malheureusement confondues, notamment par au niveau du discours ambiant. L'intolérance, ce sont des symptômes cliniques ou biologiques qui apparaissent lorsque vous êtes exposé à des intensités, je dirais, normales de champ électromagnétique. C'est-à-dire, dans le brouillard électromagnétique actuel, on est intolérant. Alors, on peut avoir effectivement des maux de tête, on peut avoir des acouphènes, on peut avoir, si vous voulez, les symptomatologies que j'ai décrits dans ce syndrome d'intolérance au champ électromagnétique, pour reprendre d'ailleurs une dénomination de l'OMS, mais vous pouvez avoir d'autres manifestations, des troubles, par exemple, de tachyarrhythmie, c'est-à-dire le cœur s'emballe de façon irrégulière, ou des lésions cutanées, ou des migraines typiques, etc., etc. Donc toute une pathologie, si vous voulez, qui est tout à fait polymorphe, et très souvent pour laquelle la médecine d'aujourd'hui considère que ces maladies ou affections-là sont idiopathiques, c'est-à-dire sans cause connue. Oui, et alors par exemple la tachycardie qui apparaît à la suite du syndrome d'intolérance au champ électromagnétique, oui. On ne sait pas d'où elle vient, mais on la soigne comme une tachycardie. Alors. On la soigne comme une tachycardie sans, si vous voulez, en soignant l'effet que l'on constate, sans soigner la cause, sans s'occuper de la cause. Et puis à côté de cette intolérance, vous avez la susceptibilité. N'importe qui n'est pas intolérant au champ électromagnétique. Autrement dit, déjà dans notre série, et je dois signaler de malades examinés en consultation, c'est la plus grande série mondiale. Depuis 2008, j'ai pu voir en consultation près de 700 malades, si vous voulez, qui sont venus me consulter pour des intolérances au champ électromagnétique. Eh bien, et dans cette série, déjà, il y a une prédominance féminine, manifestement, sur 3 cas. Si vous voulez, de sujets intolérants, vous avez 2 cas de femmes et seulement 1 cas d'hommes. Donc, forte prédominance féminine. Mais vous avez, pour expliquer cette susceptibilité féminine ou autre, si vous voulez, vous avez d'autres facteurs. Alors, on tombe toujours, comme dans toutes les affections médicales, sur des facteurs génétiques, c'est-à-dire l'inné. Il y a des familles de malades intolérants au champ électromagnétique parce qu'il y a des gènes, si vous voulez, qui sont de susceptibilité. Ces gens-là vont être plus aptes que les autres à être intolérants au champ électromagnétique. Et puis vous avez des causes acquises également, et notamment des causes qui sont liées à des prothèses métalliques. Lorsque, par exemple, vous avez, si vous voulez, des amalgames dentaires métalliques, par exemple, le dentiste vous a posé des couronnes ou des plombages, des couronnes métalliques ou des plombages en bouche. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire antenne, et faisant antenne, vous allez majorer les effets des champs électromagnétiques au niveau de l'organisme. Donc, ça, c'est la susceptibilité. Donc, on est bien d'accord, c'est qui est intolérant aux champs électromagnétiques, particulièrement en raison soit de gènes, soit parce qu'il y a des prothèses métalliques au niveau de l'organisme. Et puis, vous avez une troisième entité qui est tout à fait différente et au plan clinique et au plan biologique, qui est ce que les associations de malades et un certain nombre de scientifiques appellent, si vous voulez, l'électro-hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est? C'est tout à fait différent, si j'ose dire. C'est-à-dire que là, vous allez avoir 2 critères qui va la définir par rapport au reste. C'est-à-dire que ce sont des malades qui vont être intolérants, mais non pas pour des intensités de champ électromagnétique, disons, habituelles, normales. Ils vont avoir en plus un abaissement du seuil de la tolérance. Autrement dit, ils vont être intolérants pour des intensités de champ électromagnétique faibles, voire très faibles, voire à la limite même des seuils de détection par les meilleurs appareils. Ça veut dire qu'il va y avoir à ce moment-là quelque chose de nouveau qui s'est passé dans le cerveau, une mémorisation particulière, et nous avons quelques idées sur ce phénomène, qui va faire que le sujet, quoi qu'il arrive, est intolérant pour des intensités très faibles. Alors cette personne est extrêmement mal dans sa vie. Elle était extrêmement mal dans sa vie. Et deuxième critère, si vous voulez, c'est que au début, elle va être intolérante à un champ électromagnétique particulier, par exemple pour une longueur d'onde donnée, par exemple une extrêmement basse fréquence ou basse fréquence, et puis au fur et à mesure de l'exposition, on va devenir intolérant à toutes les longueurs d'onde, toutes les fréquences du spectre électromagnétique, donc devenir excessivement malade. Vous écoutez Radio Courtoisie,
le libre journal des sciences et techniques animé par Paul Devels. Nous recevons ce soir Monsieur Dominique Bellepomme, professeur en cancérologie et président de l'ARTAC, Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse. Nous abordons ce soir la pollution électromagnétique. Merci. Alors je continue. Alors pour les auditeurs qui ont pris l'émission en route, je voudrais insister sur le fait que nous sommes en train d'énoncer et d'analyser tous les dangers que font courir à une partie notable de la population les champs électromagnétiques de plus en plus forts que nous subissons à cause des différents émetteurs comme par exemple le Wi-Fi, comme la téléphonie mobile. Alors je vais quand même sortir un certain nombre de recommandations qui sont souvent prises par les organismes publics ou parapublics. On nous recommande de ne pas vivre à moins de 1 mètre par 1000 volts d'une ligne électrique. Ça veut dire que si vous êtes à côté d'une ligne à 400 000 volts, l'idéal, il faudrait vivre à plus de 400 mètres de cette ligne. Alors, bien entendu, il y a des tas de gens qui se retrouvent avec une maison surmontée à peu de choses près d'un pylône à haute tension. Il faut savoir que ces lignes ont un danger réel. D'autre part, il faut vérifier l'étanchéité d'un micro-ondes. Je dois dire qu'on peut acheter sur des spécialistes de matériel électronique des petits appareils qui permettent de voir si le micro-ondes fuit ou pas. J'en avais acheté un et j'ai eu la curiosité de le déplacer à côté de la porte de mon micro-ondes. Ça montrait qu'il y avait des fuites. Ça veut dire que si vous avez un micro-ondes qui fuit, il vaut mieux ne pas rester à côté parce que vous risquez d'avoir des ondes. Et ça, on ne le voit pas, bien entendu. Il faut écarter les appareils électriques de la zone de repos, c'est-à-dire si vous avez des appareils branchés à la prise près de l'endroit où vous êtes en train de sommeiller, ce n'est pas bon, ça crée des champs électriques. Il faut surtout écarter le portable de l'oreillette et il faudrait généraliser le système de ce qu'on appelle, excusez-moi monsieur Delesquin, les kits mains libres. Disons, c'est simplement, il faudrait traduire ça, mais je ne vais pas le faire parce que tout le monde sait ce que c'est. Et en particulier, surtout là, pour les femmes enceintes, essayer d'éviter de mettre le portable à proximité de leur enfant. Pour un téléviseur, on conseille de se tenir au minimum à 7 fois la diagonale du téléviseur comme distance. Et ceci est surtout vrai pour les enfants. On devrait faire une pause toutes les 2 heures lorsqu'on travaille devant un écran d'ordinateur et débrancher les appareils chaque fois qu'on peut. C'est quand même assez fascinant de voir que ce sont des recommandations que presque personne ne suit en fait. Et si on ne suit pas ces recommandations, eh bien on va avaler du rayonnement électromagnétique. Et ce rayonnement électromagnétique, je rappelle, pour abonder dans votre sens, que ça a toutes sortes d'effets toxiques. Alors, vous allez m'arrêter si ce que je dis est incorrect ou insuffisant. Les effets reconnus, c'est la perturbation des défenses immunitaires, en particulier par la perturbation des flux d'ions calciques dans le corps, la perturbation du rythme circadien, c'est-à-dire surtout, l'alternance du sommeil et de l'éveil, c'est-à-dire qu'on dort mal, on s'éveille mais on n'a pas passé une nuit suffisante. Ça induit des modifications génétiques qui sont inquiétantes, des cancers et surtout des leucémies, vous en avez parlé, et il y a aussi des toxicités par la production de stress, par résonance avec les fréquences cérébrales, également surtout par les alternances, c'est-à-dire que on pense, là encore vous allez me dire si cette idée est correcte, c'est que on a parlé de mitrailleuses électromagnétiques lorsque vous aviez par exemple un téléphone mobile qui se met en marche. En fait, les téléphones mobiles, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, à peu près toutes les 10 minutes, il y a un mécanisme automatique qui fait qu'il va chercher à joindre un émetteur. Et pendant cette période-là, d'un seul coup, il se met à émettre des ondes. On ne le voit absolument pas, mais bien entendu, c'est d'un seul coup, ça soumet l'organisme, si vous l'avez dans la poche, à une émission intense. Alors, il y a également la perte d'échangéité de la barrière sans cerveau. Cette barrière, c'est la barrière dite hémato-encéphalique.
il y a la perturbation de la production de mélatonine, d'acétylcholine, de dopamine, de sérotonine. Alors, la mélatonine et tous ces produits, c'est ce sont les molécules qui font qu'on se sent bien. Est-ce que c'est un terme? Ah oui, je crois que, cher monsieur de Velle, vous avez raté votre vocation. Vous auriez dû faire, au-delà des mathématiques, de la biologie. Oui, mais c'est passionnant. Vous m'excusez si je me passionne pour ça. Bien, on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour être passionné par ça. Et vous avez la déstabilisation des régulations membranaires. J'ai dit, mais tout ça, c'est terriblement inquiétant. Alors, ça voudrait dire que, en fait, si vous voulez, nous sommes des personnes qui ignorent cette extraordinaire pollution et qui tombent malades les uns après les autres. Ou alors, comme vous disiez tout à l'heure, ça concerne un petit nombre de gens, 10% en gros, qui commencent à être atteints, et beaucoup de gens sont vraiment résistants, ils se rendent pas compte. Enfin, c'est pas simple. Alors, je vais peut-être revenir, si vous voulez, sur la liste des ennuis que créent les champs électromagnétiques. Bon, en distinguant les aspects biologiques, purement biologiques, des affections cliniques, si vous voulez, des maladies en tant que telles. Alors, pour ce qui est des symptômes biologiques, il y a deux aspects essentiels. Il y a la production de radicaux libres, c'est-à-dire, je vais essayer d'expliquer, sous l'effet des champs électromagnétiques, il y a des molécules qui se cassent dans la cellule et qui deviennent très très réactives, toxiques au sein de la cellule. Et alors ça peut endommager bien sûr l'acide désoxyribonucléique, l'ADN de nos cellules, ou encore modifier, si vous voulez, des molécules au sein des cellules, dans le cadre de ce qu'on appelle des mécanismes épigénétiques. Alors c'est un petit peu compliqué, mais on sait que le génome, l'ADN, exprime un certain nombre de gènes qui vous fabriquez les constituants de la cellule, mais cette expression des constituants cellulaires est sous la domination des molécules qui sont autour de l'acide désoxyribonucléique et qui entrent dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant l'épigénétique. Et donc, il y a des mécanismes excessivement compliqués qui ne sont pas forcément liés à l'énergie des champs électromagnétiques, mais qui font que une cellule va avoir des phénomènes de toxicité à l'intérieur. Alors, il y a deux possibilités au plan de la clinique. Soit la cellule, eh bien, elle va réagir en proliférant, et là, on est dans le versant cancer, soit elle va réagir en mourant de toxicité, et à ce moment-là, on est dans le versant d'un autre type de pathologie dont il faut absolument souligner l'existence, c'est la maladie d'Alzheimer. La grosse complication aujourd'hui des phénomènes de toxicité liés aux champs électromagnétiques, c'est l'apparition progressive d'une maladie de l'Alzheimer et d'ailleurs d'autres maladies neurodégénératives également. Et ceci a été montré au plan épidémiologique. Il y a aujourd'hui dans la littérature scientifique 6 études épidémiologiques qui ont montré clairement qu'une exposition prolongée aux champs électromagnétiques pouvait induire des maladies d'Alzheimer. Et je reviens alors à notre expérience clinique, l'expérience des électro-hypersensibles tels que je les ai définis. Eh bien, ces sujets-là, si vous voulez, ont un profil clinique et biologique qui les assimile à des états pré-Alzheimer. Autrement dit, ce sont des sujets qui risquent d'évoluer vers une véritable maladie d'Alzheimer si on ne les traite pas le plus rapidement possible pour éviter, si vous voulez, l'évolution vers cette pathologie très lourde. Et vous savez qu'en France, il y a 800 000 Alzheimer, donc sujets atteints de maladie d'Alzheimer, et que l'OMS prévoit au niveau mondial le doublement des maladies d'Alzheimer tous les 12 à 15 ans. Donc ça veut dire que nous sommes face à un fléau de santé publique qui émerge progressivement et pour lesquels les champs électromagnétiques, malheureusement, sont une des causes de la maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas que les champs électromagnétiques, il y a aussi la toxification au mercure, vous avez aussi les pesticides organochlorés, mais manifestement, la généralisation de la technologie sans fil aujourd'hui constitue une cause majeure de maladie d'Alzheimer. Alors, professeur Bellepomme, on va aborder tous ces sujets les uns après les autres, mais maintenant essayons d'avoir une attitude de médecin. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui vient chez vous,
qui a tous ces symptômes. Il ne dort pas la nuit, il entend des acouphènes, il met le téléphone contre son oreille, ça le chauffe, il trouve ça insupportable, il se sent mal en présence de champs électromagnétiques. Bon, je ne vais pas revenir sur ces symptômes, et vous l'identifiez clairement comme une personne atteinte du syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner cette personne? C'est-à-dire, effectivement, on peut lui dire de ne pas vivre à moins d'1 mètre par 1000 volts d'une ligne électrique, de faire une pause toutes les 2 heures, de vérifier l'étanchéité de son micro-ondes, de ne pas téléphoner avec un portable. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Alors, si vous voulez, déjà dans la démarche et la méthode, si vous voulez, d'abord écoutez ce que disent les malades, ce qui est malheureusement pas toujours compris de la part d'un certain nombre de collègues médecins qui ont une certaine opinion du sujet, mais pas de données scientifiquement reproductibles. Donc, écoutez ce que disent les malades. C'est la méthode hippocratique, en fait. Écoutez les malades, les examiner cliniquement. Et puis, grâce à des tests biologiques que nous avons mis au point, les investiguer, les explorer. Et ce que nous avons pu voir chez ces malades, c'est qu'ils avaient pratiquement, dans 100% des cas, des troubles de la perfusion au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a un déficit du flux vasculaire sanguin dans certaines parties du cerveau, et en particulier au niveau des lobes temporaux, qui sont 2 lobes qu'on a de chaque côté du cerveau, et avec notamment une partie de ces lobes temporaux qu'on appelle le système limbique, qui était d'ailleurs découvert par un grand neurologue français qui s'appelle Broca, et qui, si vous voulez, très souvent est atteint par cette hypoperfusion sanguine. Et ce qui explique d'ailleurs les troubles cognitifs qu'ont ces malades, et en particulier toute la symptomatologie neurologique. Alors ça c'est bien, ça rentre dans le cadre de la perte de l'étanchéité hémato-encéphalique. Absolument, c'est-à-dire que, enfin, oui et non, c'est-à-dire que ça y a... La question va se poser, à quoi est liée cette hypovascularisation? L'hypothèse que nous avons, c'est que c'est lié à une neuro-inflammation, c'est-à-dire une inflammation sous l'effet des champs électrométriques dans le cerveau lui-même, et à ce moment-là, sous l'effet de cette neuro-inflammation, vous avez ouverture de la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire de cette barrière qui sépare le sang, les vaisseaux du sang, du liquide cérébrale qui environne les neurones, c'est-à-dire les cellules nobles du cerveau. Donc ce qui fait que normalement, toute substance toxique qui est dans le sang ne doit pas passer cette barrière et donc ne va pas être au contact des neurones. Alors que là, malheureusement, sous l'effet des champs électrométriques, vous avez ouverture de cette barrière et passage donc d'éventuelles substances toxiques qui sont dans le sang via les neurones, et d'où avec la conséquence que les neurones risquent de mourir. Alors, il y a 2 types de cellules dans le cerveau, c'est un petit peu compliqué. Quand c'est les neurones, c'est excessivement grave parce que les neurones ne savent pas se reproduire, si vous voulez, se diviser. Et donc, ces neurones peuvent mourir soit par un effet direct des champs électromagnétiques, soit par un effet via l'inflammation et, si vous voulez, l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Alors, pour essayer de donner un résumé très schématique, en gros, les ondes électromagnétiques perturbent le fonctionnement du cerveau, enfin, disons la circulation sanguine du cerveau, et font que certains produits qui ne devraient pas passer dans les cellules neuronales passent la barrière, et le cerveau s'empoisonne petit à petit jusqu'à aboutir à une dégénérescence, et ceci aboutit à la maladie d'Alzheimer. Alors c'est quelque chose de terrible, parce que ça veut dire qu'essentiellement toute la population aujourd'hui qui se précipite sur son portable, et pas nécessairement sur son portable, ça devient maintenant un peu difficile d'avoir un téléphone filaire, parce que si vous avez un téléphone chez vous, vous allez naturellement avoir un téléphone qui va être en réalité un portable. Alors je voudrais aussi dire à ceux qui nous écoutent que la puissance des portables est limitée par un certain nombre de normes, alors que la puissance des téléphones sans fil des domiciles ne l'est pas. Et j'ai vu par exemple récemment la publicité où vous aviez un fabricant de téléphones sans fil, un téléphone simplement qu'on enlève et qu'on prend avec soi, qui garantissait que son combiné avait une portée de 400 mètres.
Alors qu'il avait une puissance d'émission de l'ordre de 1 watt ou quelque chose comme ça. Alors 1 watt, c'est considérable, c'est bien plus élevé qu'un téléphone portable. Et bien entendu, lorsqu'on prend ça pour parler à sa voisine ou avoir une longue conversation au téléphone, eh bien on se prend ça dans la tête. Et ça peut avoir des effets absolument catastrophiques. Donc par pitié, essayez, chers auditeurs, si vous voulez conserver vos petites cellules grises, comme pour reprendre le mot d'Hercule Poirot dans Agatha Christie, si vous voulez les conserver intactes, essayez de revenir en arrière et de passer au téléphone filaire. Sans ça, vous risquez d'avoir de gros ennuis. Mais c'est dramatique, tout cela. Oui, on va tempérer un petit peu le drame. Je vais revenir tout de même, si vous voulez, sur le deuxième aspect, le deuxième type de cellules dans le cerveau, qui sont des cellules de soutien aux neurones, qu'on appelle des astrocytes ou des cellules de la microglie. Ça, c'est des termes un peu techniques, mais en tout cas, ces cellules-là sont capables de se diviser. Et là, vous avez le deuxième versant pathologique des maladies qui apparaissent, c'est-à-dire que sous l'effet des champs électromagnétiques, ces cellules-là vont réagir et se mettre à se diviser. Et faire ce qu'on appelle une gliose, être responsable de ce qu'on appelle une gliose cérébrale, et à ce moment-là, un degré de plus, et ça peut devenir un glioblastome dont on parlait tout à l'heure, une tumeur cérébrale. Donc vous voyez que sous l'effet des champs électromagnétiques, vous avez les deux versants, soit c'est le versant destruction des neurones via la maladie d'Alzheimer, soit le versant cancer par le biais de cette stimulation des cellules de soutien des neurones. Et alors, la population augmente considérablement. Vous dites que l'augmentation est dramatique. Bien sûr, c'est un problème de santé publique majeur. Nous sommes à la veille d'un problème de santé publique majeur. Alors, ce que je voudrais mettre un peu de baume sur ce qui a été dit pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer. Donc, les malades que je vois en consultation qui arrivent avec ce syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques. Donc, on les écoute, on les examine, on met au point les tests, et en fonction du résultat de ces tests, on va mettre au point un traitement, ce qui était la question posée. Et là, il y a clairement, à partir du moment où il y a un déficit de vascularisation dans le cerveau, cela veut dire en clair qu'il n'y a pas suffisamment d'oxygène qui arrive, et par le biais de ce déficit d'oxygène, les neurones qui ont besoin d'oxygène pour fonctionner risquent de mourir par ce qu'on appelle hypoxie, c'est-à-dire des diminutions de l'oxygène dans le cerveau. Eh bien, la première attitude du traitement va être de revasculariser le cerveau pour faire en sorte qu'il soit réoxygéné. Et nous avons trouvé, fort heureusement, des médicaments anti-inflammatoires qui peuvent revasculariser le cerveau. Deuxième attitude thérapeutique, on a pu mettre en évidence chez ces malades-là des radicaux, le fait de ces fameux radicaux libres qui détruisent également les cellules. Et à ce moment-là, on a des traitements antioxydants qui sont là. Donc on a toute une panoplie de traitements qui font que ces malades qui arrivent avec une intolérance ne feront pas de maladie d'Alzheimer parce qu'on va les traiter tout de suite. Ça sera arrêté dans l'œuf. Ça, on va tuer la maladie dans l'œuf. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des sciences et techniques animé par Paul de Hevels. Nous recevons ce soir Monsieur Dominique Bellepomme, professeur en cancérologie et président de l'ARTAC, l'association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse. Nous abordons ce soir le thème de la pollution électromagnétique. Alors, je vois également dans les notes que j'avais prises qu'il y a en fait une augmentation de la prévalence des tumeurs du cerveau de l'ordre de 50% chez les hommes et 62% chez les femmes. C'est ce que vous avez dit, c'est plus fréquent chez les femmes en une dizaine d'années. C'est effrayant. Alors c'est considérable au niveau des tumeurs cérébrales aujourd'hui. On parle bien sûr des tumeurs primitives du cerveau, c'est-à-dire des tumeurs qui sont induites au niveau du cerveau, et les champs électromagnétiques ont un rôle majeur. C'est d'ailleurs, on a mis Lennart Erdel, le professeur Lennart Erdel, épidémiologiste, qui a été l'un des premiers à attirer l'attention de la communauté médicale sur le risque des tumeurs cérébrales liées aux champs électromagnétiques, et en particulier du portable. Car ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que toutes ces pathologies-là, c'est avant tout, avant de parler des antennes relais, la cause de ces maladies-là, c'est essentiellement l'abus du portable, l'abus d'utilisation du téléphone sans fil sur socle. Viennent après, bien sûr, la Wi-Fi, et si vous voulez, la WiMAX, bien sûr, également,
Et puis les antennes relais, mais c'est pas n'importe quelle antenne relais, ce sont les pylônes, c'est-à-dire les pylônes avec plusieurs antennes dessus et bien sûr une proximité. Et puis vous avez bien sûr, comme on l'a dit, les lignes à haute tension. Donc voilà un peu, mais revenons sur le fait essentiel que 60% des cas d'intolérance au champ électromagnétique sont liés à l'abus du portable et au téléphone mobile sur le socle. Alors, je voudrais aussi donner une recommandation qui apparaît même dans le dernier rapport de l'ANSES, on va en parler de ce rapport, et qui dit essentiellement qu'il faudrait interdire, mais vraiment interdire, l'utilisation des portables à tous les enfants de moins de 10 ans. Parce que c'est précisément les enfants qui sont le plus sensibles à ces symptômes. C'est-à-dire le cerveau de l'enfant est en plein développement, et lorsqu'il est en développement, le soumettre à des champs électromagnétiques intenses comme ceux du portable est un véritable crime. Donc, mesdames, messieurs, si vous avez des enfants et si vous voulez leur offrir un portable à Noël, ne le faites surtout pas surtout s'ils ont moins de 10 ans, parce que il vaut mieux que ces enfants évoluent avec un cerveau normal qu'ils terminent rapidement avec des cancers, une maladie d'Alzheimer, etc. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Ceci est clair. Il faut ça ne concerne pas que les adultes, ça concerne surtout les enfants. Surtout les enfants. Il faut savoir que dans ma consultation, malheureusement, il m'est arrivé de voir des maladies d'Alzheimer à 15 ans. Il faut se représenter ce que c'est avec un gamin qui si vous voulez, dormait depuis 5 ou 6 ans avec son portable allumé sous son oreiller. En permanence, donc exposé, si vous voulez, à des champs électromagnétiques en continu. Je dois dire aussi qu'il est tout à fait, surtout supprimer les ampoules à basse consommation, et d'autant plus si vous les mettez au niveau de votre lampe de chevet. Là, il faut savoir que le champ électromagnétique au sortir d'une ampoule à basse consommation est de l'ordre de 400 volts par mètre. Alors, il y a bien sûr des croissances exponentielles assez rapides, mais si vous êtes à 1 mètre de cette ampoule-là, donc à 1 mètre de votre lampe de chevet, et que vous lisez chaque soir, vous risquez malheureusement de faire une pathologie, soit, si vous voulez, une évolution vers une intolérance qui va évoluer vers une maladie d'Alzheimer ou voire même un cancer. Donc vraiment, il y a des précautions à prendre. Alors, attendez, je vous interromps, professeur Bellepomme, mais ce point est très important. On ne se rend pas compte que les lampes nouvelles, qu'on nous a imposées littéralement par une espèce de coup de force, présentent des aspects toxiques extrêmement violents concernant l'exposition aux ondes électromagnétiques. Et prenons une personne tout à fait moyenne, normale, qui va par exemple le soir dans son fauteuil ou dans son lit lire un chapitre de livre avec sa lampe de chevet allumée. Tant que cette personne avait une lampe à filament, il ne craignait pratiquement rien. Le champ électromagnétique était très faible et ça ne lui donnait absolument aucune exposition. Que va-t-il se passer? Bien évidemment, la lampe à filament va finir par rendre l'âme et on va mettre une de ces nouvelles ampoules qui sont celles que l'on vend dans les supermarchés à la place. Et là, sans que cette personne le sache, elle va se trouver exposée à un champ extrêmement dangereux, puisque pratiquement, alors qu'on pouvait admettre qu'une lampe de 60 watts pouvait être à peu près à 50 cm de la tête d'une personne lorsqu'elle lisait, maintenant il faudrait l'éloigner à 1,50 m ou 2 mètres pour éviter qu'elle soit... Et encore. Alors, ce qui veut dire qu'en pratique, on a installé, sans le dire, une espèce de piège toxique monumental vis-à-vis des gens. C'est quelque chose qui est un crime, si vous êtes bien d'accord avec moi. Oui, tout à fait d'accord. Alors, ces gens-là, avec les lampes qui ont une ampoule à basse consommation, ils vont d'abord avoir des maux de tête, puis passagers. Et puis, au fur et à mesure de l'exposition, ça va s'amplifier, bien sûr, avec le syndrome d'intolérance décrit antérieurement, jusqu'à l'apparition de troubles cognitifs, avec impossibilité de comprendre et d'être obligé de relire plusieurs fois une même ligne du livre pour comprendre ce que ça signifie. Voilà, c'est ça, le profond du problème. Or, aujourd'hui, si vous voulez, il est clair qu'il y a un divorce entre les impératifs économiques qui poussent
les opérateurs à vendre leur technologie sans fil, et par ailleurs la facture sanitaire qui est progressivement croissante et qui s'alourdit. Ça, on n'en est pas encore au Wi-Fi, on en est simplement aux ampoules. On en est aux ampoules. Tout à fait. Alors c'est là où... Oui, je suis d'accord. Tout à fait. Alors les ampoules, vous avez aussi bien entendu toutes les machines, c'est-à-dire que par exemple, bon, on ne peut pas le fer à repasser parce que le fer à repasser est métallique et à l'intérieur ça chauffe, mais tous les appareils électroniques qu'il faut essayer de débrancher chaque fois qu'on peut. Alors, si vous voulez, là-dedans, il faudra qu'on laisse la parole aux auditeurs parce qu'ils auront certainement beaucoup de questions, mais essayons d'ouvrir une petite parenthèse pour le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est bien entendu ce que tout le monde a aujourd'hui, et ce sont des émissions sur la fréquence d'environ 2,4 GHz qui servent à communiquer, à faire communiquer les ordinateurs entre eux avec Internet. Alors ce Wi-Fi, on en voit partout, et ce qui est intéressant, c'est que lorsque on a un ordinateur portable, eh bien on le promène dans l'appartement, dans un appartement, et on voit automatiquement, en faisant une petite manipulation, tous les émetteurs de Wi-Fi que l'on peut recevoir, sur lesquels l'ordinateur pourrait se brancher, et il ne peut pas parce qu'il y a des mots de passe qui empêchent qu'il le fasse n'importe où. Et vous en trouvez des dizaines. Lorsque vous êtes dans un appartement parisien, vous en voyez parfois 20 ou 30, et il faut encore chercher quel est le bon. Et cette invasion se fait de façon complètement silencieuse à travers les étages, même si vous n'avez pas vous-même de Wi-Fi installé chez vous, eh bien vous êtes pénétré par le Wi-Fi des voisins, d'en dessous, d'en face, etc. Alors, c'est la même fréquence que les micro-ondes, et c'est la fréquence optimale pour faire bouillir de l'eau, bien sûr. Et alors, c'est certaines personnes qui sont électrosensibles, eh bien, vont subir ce Wi-Fi sans avoir beaucoup de possibilités de s'y opposer. Et bien entendu, il n'y a aussi aucune étude spécifique qui a été faite sur l'influence du Wi-Fi sur les enfants. Les enfants en bas âge habitent dans les appartements et ils sont pénétrés par le Wi-Fi. Alors bien sûr, l'Organisation mondiale de la santé a tendance à dire que ceci n'a absolument aucune influence sur les personnes qui le subissent, mais on sait très bien que ce n'est pas vrai. Et l'OMS, on l'a accusé, je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai lu, qu'il y a des liens de lobby entre l'OMS et d'autres organismes qui, elles, auraient tendance à favoriser l'industrie sans fil. Bon, ça c'est une idée en l'air. Par contre, lorsqu'on voit les bilans des études, vous avez par exemple des études, 4 études sur 10 qui font mention d'effets nocifs du Wi-Fi, 5 études disant qu'ils n'ont rien trouvé, et même une étude qui montre que le Wi-Fi a des effets bénéfiques. Alors, ceci étant dit, ça veut dire qu'il est extrêmement difficile d'établir un lien de cause à effet avec la présence du Wi-Fi et des syndromes. Comment pourrait-on établir ça dans une expérience ? C'est la difficulté est extrême parce que lorsqu'on étudie au plan épidémiologique, lorsqu'on cherche à étudier au plan épidémiologique les effets du Wi-Fi, en fait, les Wi-Fi s'intègrent dans un brouillard électromagnétique où différentes fréquences sont concernées, et si vous voulez, il est très très difficile en fait d'individualiser au sein de ce brouillard ce qui revient spécifiquement au Wi-Fi. Le vrai problème, si vous voulez, c'est que l'épidémiologie n'est pas suffisante pour s'en sortir. Il faut y joindre la toxicologie et la biologie. Autrement dit, déjà, l'épidémiologie ne peut montrer qu'un lien associatif, et l'épidémiologie ne peut pas démontrer un lien causal. Donc c'est déjà un premier point. Alors que la toxicologie, en réalisant des expériences de laboratoire, que ce soit avec des cultures de cellules ou chez des animaux, et bien là, en faisant varier les conditions d'expérience, on peut absolument mettre en évidence le lien de cause à effet. Donc si vous voulez, ces études sont en cours, elles sont longues. Aujourd'hui, il n'est pas facile de mettre en évidence un lien de causalité entre tel ou tel
tel ou tel champ électromagnétique, et en particulier telle ou telle source électromagnétique, en particulier le Wi-Fi. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que il y a des études positives. La majorité des études sont positives. Il suffit par exemple de prendre le rapport Bioinitiative qui a rassemblé dans son deuxième, dans son rapport le plus récent, plus de 35 experts internationaux, 1800 articles de la littérature qui ont été revus, et il en ressort clairement qu'il y a plus d'études positives que d'études négatives, et autrement dit, aujourd'hui, il y a un nouveau cadre de pensée qui est créé au plan scientifique, bien sûr avec encore des zones d'ombre qu'il va falloir mettre en lumière, mais ça c'est tout les problèmes de la recherche. Mais globalement, on est tout de même dans un lien associatif, si ce n'est de cause à effet, entre une exposition prolongée à des champs électromagnétiques et l'apparition de pathologies telles que la maladie d'Alzheimer ou le cancer.